Charles Schulz a dessiné Peanuts pendant 50 ans sans manquer un seul jour. Il est devenu le dessinateur le plus célèbre du monde et a gagné des millions tout en façonnant l'enfance de plusieurs générations. Mais en décembre 1999, tout a basculé à la suite d'un coup de téléphone. Schulz a été découvert dans son studio en larmes alors qu'il annonçait à sa famille que c'était fini. Pendant des mois, il a porté un secret dévastateur. Ses mains tremblaient de façon incontrôlée, sa vue baissait, et les médecins lui avaient annoncé une terrible nouvelle. Ce qui s'est passé dans cette pièce allait marquer la fin de Peanuts et choquer des millions de fans qui ne l'avaient pas vu venir. Charles Monroe Schulz est né le 26 novembre 1922 à Minneapolis, dans le Minnesota. Son père Carl était un barbier germano-américain. Sa mère Dina, d'origine norvégienne, a travaillé comme serveuse avant de devenir femme au foyer. La famille vit simplement dans une maison modeste. Ils avaient peu d'argent, mais le petit salon de coiffure de Carl, situé à quelques pas du lieu de travail de Dina, leur permettait de survivre. Charles est leur seul enfant. Il a passé la plus grande partie de sa jeunesse à Saint-Paul, mais pendant la Grande Dépression, la famille a déménagé à Needles en Californie, où elle a connu 2 années difficiles. Le fait de voir ses parents se débattre l'a profondément marqué. Ses souvenirs de pénurie, d'inquiétude et de résilience ont plus tard refait surface dans la tristesse tranquille et les petites angoisses des personnages des Peanuts. 2 jours après sa naissance, son oncle le surnomme Sparky, inspiré par Sparkplug, un cheval de dessin animé de la bande dessinée populaire, Barney Google. Le nom est resté. Ses amis, sa famille et plus tard ses collègues du monde de la bande dessinée l'ont tous appelé Sparky plutôt que Charles. D'une certaine manière, les dessins animés étaient destinés à faire partie de sa vie dès le début. Mais ses premières années n'ont pas été faciles. Lorsque la crise économique frappe en 1929, les affaires du salon de coiffure de Carl s'effondrent. La famille déménage fréquemment et Charles grandit dans un climat d'instabilité et de peur. Il décrira plus tard son séjour à Needles comme bizarre et horrible, un chapitre solitaire qui l'a laissé hanté par la peur de tout perdre. Il se souvient de nuits où il y avait à peine de quoi manger sur la table. Des années plus tard, lorsque Charlie Brown s'inquiétait de voir sa famille mourir de faim si son père perdait son emploi, ses panneaux faisaient écho aux propres craintes de Schulz durant son enfance. Il avait cependant une source de joie constante, son chien Spike. Spike n'était pas un chien ordinaire. Chien de chasse noir et blanc, aux habitudes étranges, il mangeait des ongles, du caoutchouc et même des lames de rasoir, mais il a survécu d'une manière ou d'une autre. En 1937, à l'âge de 14 ans, Charles dessine une image de Spike et l'envoie à Ripley's Believe It or Not. À sa grande surprise, elle est publiée le 22 février de cette année-là, la toute première fois qu'un de ses dessins est imprimé. C'est un moment de validation qu'il n'a jamais oublié. Spike, qui pouvait même sonner aux portes et répondre à plus de 50 mots, était plus un compagnon qu'un animal de compagnie. Mais une tragédie est survenue lorsque Charles avait une dizaine d'années. Spike a été renversé par une voiture et tué. Cette perte l'a laissé dévasté. Des années plus tard, Snoopy allait émerger de ce deuil un chien enjoué et imaginatif inspiré par le souvenir de Spike. Malgré leur pauvreté, la mère de Schulz a soutenu son amour de l'art. Même lorsque l'argent manquait, elle trouvait le moyen de lui acheter du matériel de dessin. Son père, plus pragmatique, trouvait la caricature ridicule et conseillait vivement à Charles d'apprendre un métier comme celui de coiffeur. Cette différence crée des tensions à la maison. Dina a cru en ses rêves, mais sa vie a été tragiquement interrompue. En 1943, alors que Charles n'a que 20 ans, elle meurt d'un cancer du col de l'utérus à l'âge de 48 ans. Cette perte l'anéantit. Il est incorporé dans l'armée la même semaine, ce qui ne lui laisse pas le temps de faire son deuil. Elle ne vit jamais le succès de son fils
mais sa foi en lui perdure. Schulz a déclaré plus tard que chaque dessin qu'il faisait portait en lui un morceau de son esprit. L'école n'offrait guère de réconfort. À l'école primaire, Richards Gordon de St. Paul Charles a été avancé de 2 classes en raison de son intelligence, mais cela n'a fait qu'aggraver ses difficultés. Plus petit et plus jeune que ses camarades, il était timide, silencieux et victime de brimades incessantes. Il ne s'est jamais intégré, et la douleur de l'exclusion ne l'a jamais quitté. À bien des égards, Charlie Brown était son alter ego, l'éternel outsider, toujours en train d'essayer, toujours en train d'échouer, mais jamais en train d'abandonner. Même lorsque son dessin de Spike a été publié dans Replace, ses camarades de classe se sont moqués de lui au lieu de célébrer sa réussite. Ce qui aurait dû être un moment de fierté est devenu un autre rappel de l'isolement dans lequel il se sentait. Cette combinaison de pauvreté, de perte de ridicule et de persévérance a façonné l'homme qui allait créer l'une des bandes dessinées les plus appréciées de l'histoire. Mais derrière ce succès, il y avait toujours le garçon appelé Sparky, un enfant calme et solitaire qui transformait ses chagrins en histoire et sa peine en art. Ce garçon qui portait tant de secrets devait un jour en garder un dernier dévastateur qui a mis fin à Peanuts pour toujours. Ils ont dit que le dessin était stupide. Même ses professeurs s'en moquaient. Il s'est rendu compte très tôt que le succès ne signifie pas que les gens vous aiment. Parfois, cela ne fait qu'empirer les choses. Cette leçon revient sans cesse dans ses bandes dessinées. Le lycée ne s'est pas beaucoup mieux passé. Il échoue en latin, en anglais, en algèbre, et obtient même un 0 en physique. Il a essayé d'envoyer des dessins à l'annuaire de l'école, mais tous ont été rejetés. Il était effondré. Il avait travaillé si dur, et ils ne lui ont même pas dit pourquoi. Ce rejet l'a hanté jusqu'à la fin de sa vie. À l'âge de 53 ans, il a même publié son ancien bulletin scolaire pour prouver qu'il n'était pas aussi bête que les gens le disaient. En 1938, alors qu'il n'était qu'un adolescent, on a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus chez sa mère. Son état s'est lentement aggravé au cours des 5 années suivantes. Au début, personne n'a dit à Charles à quel point c'était grave, mais il voyait sa douleur tous les jours. Elle pleurait souvent. La morphine ne l'aide guère. Il a commencé à dessiner des bandes dessinées pour lui remonter le moral. C'était la seule façon de l'aider. Ils ont emménagé dans un appartement situé au-dessus du salon de coiffure pour que son père puisse aller la voir rapidement. Charles la voit s'éteindre peu à peu. Ses cris le réveillaient la nuit. Elle meurt le 28 février 1943, 3 jours avant qu'il ne soit envoyé à la guerre. Il n'a jamais oublié le regard qu'elle lui a lancé ce jour-là. En 1940, à l'âge de 17 ans, Charles s'inscrit à un cours d'art par correspondance dispensé par les écoles d'art. Il lui en coûta 170 $, ce qui représentait beaucoup à l'époque, plusieurs mois du revenu de son père. Karl a continué à payer même si les factures médicales de Dina s'accumulaient. Charles étudie tout du dessin au lettrage. Parfois, il n'avait pas les moyens d'acheter de l'électricité, alors il travaillait à la bougie. Il réutilisait les fournitures jusqu'à ce qu'elles tombent en ruine. Plus tard, pour aider à payer d'autres leçons, il a même trouvé un emploi de graveur d'art dans la même école. Il a appris que la poursuite d'un rêve impliquait des sacrifices, et cette leçon est restée gravée dans sa mémoire. En février 1943, Charles est incorporé dans l'armée. Il devient sergent-chef dans la 20 et division blindée. Il dirige une escouade de mitrailleuses de calibre 50 à travers l'Europe. Son unité a débarqué en France le 19 février 1945 et a parcouru plus de 400 km à travers les zones de guerre. Le 30 avril 1945, ils arrivent à Dachau un jour seulement après la libération du camp. Les survivants marchaient près de leur camion. Charles n'a jamais oublié leur apparence. Cette horreur l'a marqué à vie. Bien qu'il soit à la tête d'une escouade de tireurs, il n'a tiré qu'une seule fois et a oublié de charger son arme. Le soldat allemand s'est tout de même rendu. Pour son service, Charles a reçu l'insigne de combattant, l'une des récompenses dont il était le plus fier. Avant d'embarquer, il a une dernière chance de voir sa mère. Il lui rendit visite lors d'un court passage à Fort Snelling.
Elle était mourante. Lors de leur dernière conversation, il lui a dit « Nous aurons probablement un chien à mon retour. » Cette promesse est restée dans son cœur. Snoopy est devenu ce chien, celui qu'il n'a jamais pu partager avec elle. À la fin de la guerre, et à son retour fin 1945, Charles n'est plus le même. Il est rempli de chagrin et de traumatisme. Il est retourné vivre dans le petit appartement situé au-dessus du salon de coiffure. Il pense à mettre fin à ses jours, mais continue à dessiner. En juillet 1946, il a accepté un emploi dans une école d'enseignement artistique où il notait des dessins pour une somme modique. Il avait l'impression de n'aller nulle part, mais ce bureau contenait des graines pour son avenir. Certains collègues de travail ont inspiré les personnages des Peanuts. L'une d'entre elles était une femme aux cheveux roux nommée Donna Mae Johnson. En 1947, avant de connaître le succès, il était tombé amoureux de Donna Mae Johnson, la comptable aux cheveux roux. Ils partagent des déjeuners et des rêves. Il pensait que c'était la bonne. En 1950, juste avant le lancement des Peanuts, il l'a demandée en mariage. Mais Donna a refusé. Elle était déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Al Wald, un homme qu'elle connaissait depuis des années. Charles était effondré. Il a dit que c'était la perte la plus douloureuse de sa vie. Voir un être cher s'éloigner et épouser quelqu'un d'autre l'a anéanti. Ce chagrin d'amour n'est jamais parti. Il est resté à jamais dans l'histoire de la petite fille aux cheveux roux, celle qui n'aime jamais Charlie Brown en retour. La toute première bande dessinée de Charles Schulz s'intitulait Leal Folks. Il a débuté le 8 juin 1947 dans le Minneapolis Tribune. Plus tard, il a été transféré au St. Paul Pioneer Press. Il ne gagnait que $10 à chaque fois qu'il était publié. La bande continue de paraître jusqu'au 22 janvier 1950, mais c'est alors que le rédacteur en chef l'écrase. Schulz demande à ce que sa bande dessinée ne soit plus publiée dans la section réservée aux femmes, mais dans la vraie page des bandes dessinées. Il a également demandé plus d'argent. Le rédacteur en chef refuse. Après près de 3 ans d'efforts, Schulz est contraint de démissionner. À l'époque, il n'avait que 24 ans, vivait au-dessus du salon de coiffure de son père et tentait de survivre en tant que dessinateur. Cette perte lui a brisé le cœur. Leal Folks avait été sa première vraie chance. Il n'abandonne pas pour autant. En 1950, il soumet à nouveau l'idée à United Feature Syndicate, qui lui répond que le nom Leal Folks est trop proche d'autres bandes. Schulz propose Charlie Brown ou le bon vieux Charlie Brown, mais le syndicat l'ignore. Un directeur de production a choisi le nom Peanuts sur une liste. Il n'a même pas lu la bande avant de la choisir. Schulz a été humilié. Il l'a qualifié de pire nom qui soit et a déclaré qu'il n'avait aucune dignité. Il a détesté ce nom toute sa vie, jusqu'à sa mort en 2000, en les suppliant de le changer, ce qu'ils n'ont jamais fait. La première bande dessinée des Peanuts a été publiée le 2 octobre 1950. Il n'a été publié que dans 7 journaux. Schulz n'a gagné que $90 pour l'ensemble du premier mois. Ce n'était pas suffisant pour vivre, alors il a continué à prendre des petits boulots. L'une d'entre elles consistait à écrire des lettres sur des pierres tombales. La toute première bande montre Charlie Brown passant devant Shermy et Patty. Shermy sourit et dit « Bon vieux Charlie Brown ». Mais dans la dernière image, il s'est retourné et a dit « Je le déteste ». Cette tournure sombre reflétait exactement ce que Schulz ressentait à l'intérieur. Snoopy rejoint la bande 2 jours plus tard, le 4 octobre. Mais même avec lui, les premières réactions ont été lentes et douloureuses. Les choses ont commencé à changer en 1952. Peanuts est passé de 7 journaux à 40. Cela représentait un bond de plus de 500%. Schulz a continué à pousser. Il a présenté Linus von Pelt comme un bébé en septembre 1952. Linus est ensuite devenu la voix de la raison dans la bande dessinée. Mais lorsque Schulz a laissé Linus citer des versets bibliques à la fin des années 1950, les éditeurs ont vivement réagi. Dans une bande de Noël 1961, Linus lisait un passage douloureux du livre de Jérémie. Certains journaux voulaient annuler complètement Peanuts. Schulz a été contraint de faire des compromis. Il a utilisé Linus pour parler de la foi,
mais n'a jamais fait de la religion le centre de la bande dessinée. C'était le seul moyen d'éviter de tout perdre. Au milieu de tout cela, Schulz se marie. Le 18 avril 1950 éteint, il épouse Joyce Alverson. Elle avait 22 ans et une petite fille nommée Meredith. Schulz l'a adoptée et lui a toujours dit qu'elle était sa vraie fille. Mais les temps sont durs. À un moment donné, Schulz était tellement fauché qu'il a dû mettre en gage ses outils de dessin pour payer les factures. Ces outils étaient les seules choses qui l'aidaient à survivre. Malgré cela, Schulz s'est juré de ne jamais abandonner son style artistique, quelles que soient les exigences du syndicat. Ils ont finalement eu 4 autres enfants, mais Schulz est resté concentré sur son travail. Certains ont dit qu'il était à peine présent en tant que mari et père. Snoopy a tout changé. Lorsqu'il est apparu pour la première fois, en 1950, il n'était qu'un chien ordinaire. Il marchait à 4 pattes et ne disait rien. Mais le 9 janvier 1956, une chose surprenante s'est produite. Il s'est levé sur ses 2 jambes. Schulz ne l'avait pas prévu. Il a dit que Snoopy l'avait fait. Ce moment a changé la bande pour toujours. En 1957, Snoopy marchait toujours debout. Il est devenu l'as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, l'écrivain en difficulté. Le chien cool nommé Joe Cool. Soudain, Snoopy n'est plus seulement un animal de compagnie. Il est devenu une icône mondiale. Les gens ont commencé à le reconnaître comme Coca-Cola ou Mickey Mouse. La couverture de sécurité de Linus est apparue pour la première fois en 1952. Cette idée est devenue l'une des plus controversées de la bande dessinée. Schulz s'est inspiré du jouet préféré de sa fille Amy, mais il ne l'a jamais appelé couverture de sécurité. Les lecteurs, eux, l'ont fait. À peu près à la même époque, en 1953, un psychologue a inventé le terme d'objet transitionnel. Les gens ont commencé à se disputer. Certains experts ont déclaré que la couverture était malsaine. Les parents ont envoyé des lettres de colère. Mais la recherche a montré que près de 70% des enfants étaient émotionnellement attachés à des couvertures ou à des jouets. Le débat n'en est que plus intense. Linus, le personnage le plus sage de la bande, était aussi le plus attaché émotionnellement. Cette contradiction a choqué les gens. En 1955, Peanuts était publié dans plus de 100 journaux. C'est alors que la célèbre cabine psychiatrique de Lucy fait son apparition. Il ressemblait à un stand de limonade, mais proposait une thérapie pour 500. Lucy donnait des conseils avisés sur des sujets sérieux. Schulz a eu cette idée lors de ses propres séances de thérapie après la Seconde Guerre mondiale. Les parents étaient perplexes. Une bande dessinée pour enfants parlait de peurs profondes telles que la responsabilité et l'anxiété. Mais les enfants l'adorent. En 1958, Peanuts était présent dans 355 pays américains, et dans 40 journaux internationaux. De vrais thérapeutes ont même utilisé la cabine de Lucy comme outil pédagogique. Ses conseils ont été mémorables. Lorsque l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le 4 octobre 1957, Schulz a réagi rapidement. Les personnages de Peanuts ont surveillé le ciel à la recherche du satellite. En 1958, Schulz a demandé à Snoopy de lancer Linus dans l'espace, se moquant ainsi du lancement réel du chien Laika. La NASA a fini par adopter Snoopy comme mascotte de sécurité. C'est alors qu'un événement important s'est produit. Le 31 juillet 1968, Schulz ajoute Franklin Armstrong, le premier personnage noir des Peanuts. C'était seulement 11 jours après que le docteur Martin Luther King Jr. ait été tué. Une enseignante, Harriet Glickman, avait écrit à Schulz pour lui demander de changer. Il avait peur de se tromper, mais il a écouté. Les rédacteurs en chef du Sud se sont plaints. L'un d'eux a même demandé à Schulz de ne pas montrer Franklin assis dans une classe avec des enfants blancs. Schulz a refusé. Il a dit qu'il préférait démissionner plutôt que d'effacer Franklin. L'empire des produits dérivés des Peanuts a explosé dans les années 1950. En 1952, Schulz gagne suffisamment d'argent pour acheter une maison de 35 $,
grâce à ses revenus de dessinateur qui s'élèvent à 30 $. En 1958, une petite poupée. Snoopy est commercialisé. En 1962, le livre Happiness is a Warm Puppy. Le bonheur est un chiot chaud est resté 45 semaines sur la liste des best-sellers. Cela a tout changé. Les grandes entreprises ont commencé à nous appeler. Ford a signé un contrat de 7 ans en 1959. Les cartes de vœux Peanuts de Hallmark ont connu un succès massif en 1960 et dans les années 1990, environ 20 000 nouveaux articles Peanuts sortaient chaque année. La marque rapportait plus d'1 milliard de dollars par an. Schulz lui-même gagnait entre 30 et 40 millions de dollars par an. Même après sa mort, sa succession continue de rapporter des millions. Il est devenu l'un des dessinateurs les plus riches et les plus prospères du monde. En 1965, un événement incroyable s'est produit. Le 9 décembre, la chaîne CBS diffuse Un Noël pour Charlie Brown. La chaîne l'a d'abord détesté. Il n'aimait pas la musique jazz, le message religieux ou le fait que les personnages soient interprétés par des enfants. Il pensait que l'émission échouerait. Mais lorsque l'émission a été diffusée, la moitié des foyers américains, équipés d'une télévision, l'ont regardée. Ce fut un énorme succès. Elle a remporté un Emmy et un Peabody Award. Schulz a gagné environ 50 000 avoirs au départ, mais au fil du temps, il a rapporté plus de 50 millions de dollars. Cette émission spéciale a lancé toute une série d'émissions de vacances sur les Peanuts. En 1970, Peanuts était publié dans plus de 1000 journaux. Schulz gagnait 1 million de dollars par an rien qu'avec la bande dessinée. Mais le retour de bâton se fait sentir. Les gens l'accusent de copier les idées d'autres bandes dessinées comme Dennis la Menace. Certains pensaient même qu'il avait volé des personnages. Schulz a dû aller au tribunal pour défendre son travail. Cela l'a profondément blessé. Bien qu'il ait gagné les accusations, lui sont restées en travers de la gorge et ont nourri son anxiété de toujours. En 1975, Schulz a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mais en coulisses, il s'effondre. Il avait dessiné 17 897 bandes à lui tout seul pendant près de 50 ans. La pression l'a brisé. Il a dû être hospitalisé au milieu des années 1970 pour épuisement. Ses mains tremblaient tellement qu'il devait parfois se tenir le poignet pour continuer à dessiner. Les médecins parlent d'un tremblement essentiel. Il n'a pris qu'une seule fois 5 semaines de vacances en 5 décennies. Son perfectionnisme a failli ruiner sa santé. Dans les années 1980, Schulz reçoit des offres du monde entier. Mais il refuse que quiconque modifie les personnages des Peanuts. Les studios japonais voulaient rendre Snoopy plus humain. Schulz a refusé. Les producteurs français et italiens voulaient que Charlie Brown agisse différemment. Une fois de plus, Schulz a refusé. Certains contrats ont échoué. Il a perdu des millions, mais il s'en moque. Il protégeait ses personnages comme s'ils faisaient partie de sa famille. En 1990, les Peanuts ont eu 40 ans, mais au lieu de se réjouir, Schulz s'est ouvert. Il a déclaré à ses interlocuteurs qu'il avait souffert de dépression toute sa vie. Il a déclaré que Charlie Brown était inspiré de lui-même. Charlie Brown est le perdant ultime, a-t-il dit. C'est à la fois sa magie et son destin. Schulz se sentait seul malgré tout son succès. Il dit que l'armée lui a appris tout ce qu'il savait sur la solitude. Et la fille aux cheveux roux qu'il a aimée ne l'a jamais aimé en retour. Cette douleur n'a jamais disparu. Après avoir divorcé de Joyce, Schulz a épousé en septembre 1973. Jean Clyde, de 17 ans, sa cadette, est mère de 2 enfants. Ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2000. Mais son travail a toujours été prioritaire. Il dessinait chaque bande dessinée à la main, même pendant les vacances. Son second mariage s'est déroulé dans la sérénité. Mais l'ombre de son addiction au travail ne s'est jamais dissipée. En 1966, Charles Schulz s'est retrouvé en froid avec l'homme qui a donné vie à ses dessins. CBS voulait une nouvelle émission spéciale pour les fêtes de fin d'année après l'énorme succès du Noël de Charlie Brown, qui avait attiré un incroyable 46,6% de tous les téléspectateurs.
Mais lorsqu'il s'agit de réaliser It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, Schulz se fâche. Il trouvait que Bill Melendez, l'animateur, rendait Snoopy trop mignon. La dispute a pris une telle ampleur que Schulz a failli arrêter tout le projet. La production a été retardée, la publicité a dû être reprogrammée. Et CBS a perdu des milliers de dollars. L'émission spéciale a finalement été diffusée le 27 octobre, bien plus tard que prévu. Le budget n'était que de 76,0 $, soit à peine plus qu'un épisode des Pierres à feu. Et le perfectionnisme de Schulz a rendu les choses encore plus difficiles. Cette tension les a habités pendant des années. Au milieu des années 1970, Schulz gagnait entre 30 et 40 millions de dollars par an. Mais malgré ce succès, il ne se sentait pas en sécurité. De 1974 à 1977, il s'engage dans une sérieuse bataille avec United Features Syndicate. Ils voulaient qu'il rende la bande des Peanuts plus moderne, plus branchée. Schulz refuse. Il leur a dit « soit vous imprimez comme je l'ai dessiné, soit je démissionne ». Cela a choqué tout le monde. Dans son dos, ils ont fait appel à Al Plastino, dessinateur de Superman, pour dessiner secrètement des bandes dessinées de secours sur les Peanuts, juste au cas où Schulz s'en irait. Ils en ont fabriqué suffisamment pour tenir 18 mois. Lorsque Schulz l'a appris en 1977, il était furieux. Mais au lieu de s'en aller, il a utilisé cette trahison pour obtenir un contrat important. Dès lors, il est le seul à pouvoir décider du sort de la bande. Les dessins secrets ont été détruits. Dans les années 1980, les choses prennent une autre tournure sombre. Plusieurs dessinateurs ont accusé Schulz d'avoir volé leurs idées pour Woodstock, le petit oiseau ami de Snoopy. Woodstock est apparu pour la première fois le 4 avril 1967 et a été officiellement baptisé en 1970 d'après le festival de musique. Certains artistes ont intenté des procès, affirmant que Schulz avait copié leurs dessins. Schulz ne s'est pas contenté de cela. Il a riposté vigoureusement en engageant les meilleurs avocats spécialisés dans les droits d'auteur. Le tribunal a estimé que Woodstock était original, inspiré par un ami d'enfance et un étrange personnage de bande dessinée de Popeye appelé Alice le Goon. Schulz gagne tous les procès. Mais ces batailles ont révélé l'ampleur de la jalousie qui régnait en coulisses. Les procès lui ont coûté des centaines de milliers d'euros, mais il a prouvé qu'il ne laisserait personne s'attribuer le mérite de son travail. En septembre 1981, à 59 ans, Schulz doit subir un quadruple pontage. Pour la première fois en 31 ans, il doit arrêter de dessiner. Pendant qu'il se remettait de fausses bandes dessinées des Peanuts, ont commencé à apparaître dans plus de 200 journaux. Ces bandes dessinées clandestines étaient truffées de blagues pour adultes et de contenus choquants. Le syndicat a contacté le FBI. Les agents ont appelé cette opération Snoopy. Ils ont effectué des descentes dans 6 États différents et arrêté 12 personnes. Les contrefaçons n'étaient pas que des blagues, ils faisaient partie d'un vaste réseau de contrefaçons. Le FBI a trouvé des machines d'impression des bandes dessinées contrefaites et des projets d'envergure internationale. À la même époque, le tremblement de la main de Schulz s'aggrave. Les lignes de ses dessins commençaient à être moins nettes. En 1982, les lecteurs pouvaient réellement voir la différence. En 1995, les sections de bandes dessinées des journaux étaient en train de mourir. Peanuts était passé de 2600 à environ 2000 journaux. Schulz avait 75 ans et était épuisé. En 1997, il a annoncé qu'il pourrait prendre une retraite anticipée. Il était fatigué des délais et furieux que le syndicat veuille réduire la taille de la bande dessinée ou engager des artistes fantômes pour l'aider. Cela faisait 47 ans qu'il dessinait seul. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles d'autres dessinateurs étaient discrètement contactés pour le remplacer. La même année, Schulz prend ses premières vacances 5 semaines. Pendant qu'il se repose, d'anciennes bandes sont réimprimées. C'était sa façon de montrer que le monde avait encore besoin de lui. Le message a fonctionné. En 1998, il a signé un nouveau contrat. Personne d'autre ne dessinerait jamais les Peanuts. Il a gardé le contrôle de la situation.
Le 16 novembre, Schultz est opéré d'urgence d'un blocage d'une artère de l'estomac. Au cours de l'opération, les médecins ont découvert un cancer du côlon de stade 3. Le cancer s'était déjà propagé. Il a ensuite été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux dus à des caillots sanguins. Ses médecins ne lui donnaient que 6 à 7 mois à vivre. Son état de santé s'était déjà dégradé cet été-là, mais personne ne savait à quel point c'était grave jusqu'à ce jour. Il avait 76 ans. Les accidents vasculaires cérébraux ont endommagé sa vision. Il est devenu aveugle d'un œil et ne pouvait plus dessiner. La chimiothérapie le rendait malade en permanence. En décembre, Schultz n'a d'autre choix que de prendre sa retraite. Son fils Monty a dit qu'il avait l'air fatigué et vaincu. Sa main tremblait déjà depuis des années, mais là c'était incontrôlable. Monty pensait que le fait de ne plus pouvoir dessiner avait brisé son esprit. Il a cessé de se battre. Le 14 décembre 1999. Charles Schultz a rendu publique sa retraite. Lors d'une interview avec Al Roker dans l'émission Today Show, il a pleuré. Il a déclaré « Je n'ai jamais rêvé que c'est ce qui m'arriverait, mais tout d'un coup elle a disparu. On me l'a enlevée. Ce n'est pas moi qui l'ai emportée. » Alors qu'il signait sa dernière bande dessinée, il a fait une dépression. Il s'est murmuré à lui-même ce pauvre enfant. Il n'a jamais pu jouer au football. Il se sentait comme Charlie Brown, qui s'est fait avoir par la vie à la fin. Avant de prendre sa retraite, Schultz a fait une dernière demande. Il a ajouté une clause à son contrat. Personne ne peut continuer Peanuts après lui. Le syndicat est choqué. La plupart des bandes dessinées ont continué avec de nouveaux artistes, mais Schultz a refusé. Sa famille l'a totalement soutenu. Lorsqu'il a pris sa retraite, environ 95% des journaux ont accepté de diffuser des rediffusions plutôt que de laisser quelqu'un d'autre y toucher. Les Peanuts allaient continuer à vivre, mais seulement comme il l'a dessiné, même atteint d'un cancer. Schultz a continué à bouger. Le 11 février 2000, il est allé patiner avec sa fille. C'était juste un jour avant sa mort. Il s'est éteint paisiblement dans son sommeil à 21h45. Monsieur le 12 février. Le lendemain matin, 13 février, les journaux publiaient sa dernière bande dessinée du dimanche. C'était déjà prévu. Et maintenant, c'est devenu une lettre d'adieu. Dans la bande, Snoopy, assis devant sa machine à écrire, écrit « Chers amis » et remercie tout le monde. Schultz a dessiné 17 897 bandes en 50 ans. Le moment de son dernier striptease et de sa mort a semblé presque magique, comme dans une fiction. Peanuts était imprimé dans 2600 journaux à travers 75 pays et en 21 langues à sa mort. Chaque jour, 355 millions de personnes avaient lu son œuvre. Schultz avait dit un jour que la bande dessinée pourrait lui survivre parce qu'il dessinait toujours des semaines à l'avance. Cela s'est vérifié. Après sa mort, environ 500 personnes sont venues à ses funérailles. Mais les choses se sont gâtées lorsqu'une nouvelle biographie a été publiée en 2007. Le livre Schultz and Peanuts de David Michaelis contenait des affirmations sérieuses sur la vie personnelle de Schultz. Il y était dit qu'il était dépressif froid, et qu'il avait même eu une liaison avec une femme de 23 ans, sa cadette. Son fils Monty était furieux. Selon lui, le livre est truffé de mensonges et de fausses citations. La famille affirme que Schultz était beaucoup plus heureux que ne le prétend le livre, et qu'il a tout déformé. Ils ne voulaient pas que les fans croient à cette version de leur père. Le musée Charles Schultz a ouvert ses portes en 2002 à Santa Rosa. Il contient près de 7000 bandes originales. Il s'agissait de célébrer l'œuvre de sa vie. Mais après la publication de la biographie, les fans ont commencé à s'interroger sur l'homme qui se cachait derrière les dessins. Le musée est devenu le centre de ce débat. Devons-nous seulement honorer l'art ou nous interroger sur la vie privée de l'artiste? En fin de compte, Charles Schultz n'était pas parfait. Mais il a créé quelque chose qui a apporté du réconfort et de la joie à des centaines de millions de personnes. Il a travaillé presque tous les jours pendant 50 ans. Il a donné une voix aux enfants silencieux comme Charlie Brown, et prouvé que de simples dessins pouvaient avoir une signification profonde. Lorsqu'il est mort, on a vraiment eu l'impression que c'était la fin d'une époque.